Bienvenue à tous et à toutes. Alors, j'ai une voix très dégradée. J'ai mangé la moitié d'un pot de miel pour être là quand même ce soir. Mais ça peut dérailler à tout instant, vous m'en excuserez. Et j'ai pas retenu tout mon texte. J'ai la tête un peu embrouillée. Alors, en premier lieu, merci à nos invités, mais je vous les présenterai tous tout au long de la soirée. Donc, Gilles Babinet, Nicolas Chevrier, Alexandre Boucher, Rémi Venant, Priscille Livnet, Anne-Sophie Roux, Élise Rivaux et Jean-Jacques Perrin. Je pense n'avoir oublié personne et écorché le nom de personne. Merci à un certain nombre de personnes d'être présents ce soir. Donc, il y a Simon Boisserp, qui est responsable régional du consortium Edidiva. On a monsieur Eric Huneau, alors je l'ai vu notre ami Eric tout à l'heure, mais je ne sais plus où il est caché, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il voulait voir les choses de haut, Eric, ce soir. On a aussi Michael Pinson, qui est président des DCF de la Mayenne. Laurent Poisson, qui est directeur de l'IUT, que je n'ai pas encore aperçu, Bruno Rigouin, je n'ai pas aperçu Bruno non plus, il est là, voilà, président de l'UIMM de la Mayenne. Merci à tous. Alors, un petit coucou, comme toujours, alors en particulier à Vincent Brault, qui est juste en face de moi, qui est un de nos parrains de l'association Innovons la Mayenne en action, et on excuse avec regret toujours, mais on excusera exceptionnellement ce soir Bruno Bouygues, président directeur général de GIS, parrain aussi de l'association, et Pauline Combe, atelier Verdé, puisqu'ils ont une petite urgence qui les a rapatriés ailleurs. Voilà, on est vraiment désolé, mais on les remercie tous les trois, en tous les cas, pour leur confiance et leur fidélité à chaque soirée. Donc, Innovons la Mayenne en action est une association créée il y a un an autour de Mayennais et de Mayennaises qui souhaitent apporter de la matière, de l'inspiration, de la connaissance à tous, mais en dehors des cercles habituels. C'est-à-dire que les constats qu'on avait partagés il y a un an, c'était les entreprises se rencontrent beaucoup entre elles, les étudiants entre eux, les actifs entre eux au sein d'une entreprise, les seniors entre eux, souvent aussi, on en a quelques-uns avec nous ce soir, mais en tous les cas, on a du mal à dépasser ces cercles de référence que sont les nôtres, et donc c'est cette mixité de points de vue et d'échanges qu'on a voulu aller chercher. On voulait donc casser ces codes et puis générer ces interactions. Donc c'est notre quatrième soirée ce soir autour d'un thème qui nous agite tous particulièrement, qui est, on verra tout à l'heure si on doit dire l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles. On demandera à notre expert tout à l'heure. En deux mots d'intro, l'intelligence artificielle, on le verra d'ailleurs avec un de nos témoins ce soir en particulier, c'est pas une chose très nouvelle. Alors on en parle énormément. Parce que des applications, effectivement, sont peut-être un peu plus démocratisées ces dernières années, mais elles font couler en tous les cas beaucoup d'encre. Et comme toujours, quand il y a beaucoup d'encre qui coule, il y en a aussi de la bonne et de la mauvaise. On a parfois du mal à y voir clair dans toute cette littérature autour de l'intelligence artificielle. Mais une chose est certaine, c'est que ça soulève énormément de débats dans la société, qui sont aussi là, des débats d'initiés ou pas. Donc, on demandera notamment tout à l'heure à Gilles Babinet qui nous éclaircisse un petit peu sur ce qu'est l'IA ou sur ce que n'est pas l'IA. Alors, on a tous des souvenirs de films dystopiques avec des créatures mi-humaines, mi-robots, déterminées à dominer le monde, à l'écraser, à le ruiner totalement. Alors, on sait tout à fait consciemment que cette vision est pour autant très éloignée de la réalité actuelle, mais ces histoires-là touche un point sensible de notre petite âme humaine, puisque beaucoup d'entre nous s'inquiètent que l'IA puisse prendre le dessus. C'est ce qu'on entend dans sa vie quotidienne, dans son travail et même au-delà. On a en plus une mémoire qui a quand même largement tendance à se focaliser sur le pire. Donc évidemment, avec les deepfakes, les images qui circulent, etc., on se sent parfois manipulé. Et c'est facile aussi de prendre des raccourcis sur l'IA. Ça nuit, certes, mais en tous les cas, ça reste des marqueurs dans nos têtes que ces éléments négatifs. Et comme l'avait écrit donc Howard Phillips Lovecraft, vous le revoyez là, l'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité, la peur, et la forme de peur la plus ancienne et la plus forte est la peur de l'inconnu. Alors on va essayer de lever un peu ces peurs ce soir. En même temps, on en a d'autres
d'entre nous, et j'en connais un certain nombre dans cette salle, qui se questionnent sur plutôt le comment. Et c'est pas la peur qui est dominante, mais c'est plutôt l'attrait, l'enthousiasme, le questionnement. Mais comment je pourrais l'utiliser? À quoi, euh, à quoi je peux l'utiliser? Avec quelles précautions ou pas? Etc. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on a choisi d'explorer ce soir, qu'on a choisi d'observer et sur lesquels on a choisi de se questionner. Qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce que n'est pas l'IA? Quels sont quelques usages des acteurs mayennais, puisqu'une des vocations est de mettre en lumière aussi des acteurs mayennais. Et pour d'autres mayennais, par où commencer? On verra ça tout à l'heure. En tous les cas, bienvenue à tous pour cette soirée Innovons la Mayenne en action. Et pour le premier acte, je vais inviter Gilles Babinet à nous rejoindre sur scène. Alors, Gilles Babinet. Alors, quand on commence à chercher et à vouloir regarder la bio de Gilles Babinet, on est encore sur un invité national exceptionnel ce soir, puisqu'on a un parcours assez étonnant. D'abord, autodidacte. Oh, faut me corriger, Gilles, hein, si je dis une bêtise. Hein. Autodidacte. C'est vrai. Passionné de beaucoup de choses, mais en particulier des nouvelles technologies, des questions politiques et sociales. Entrepreneur. Multi-entrepreneur, je devrais dire d'ailleurs. En réalité, tu as fondé de nombreuses sociétés dans des domaines extrêmement divers. C'est ça qui est assez étonnant quand on lit ton parcours, que ce soit le domaine du conseil, le bâtiment, la musique mobile, la co-création et les outils décisionnels. Il y en a quelques-uns dans la salle, les outils décisionnels, ça nous plairait d'en avoir des très très bons d'ailleurs. Donc, tu as été amené après à multiplier tes responsabilités dans le paysage numérique français. Tu es aujourd'hui coprésident du Conseil national du numérique. Tu pourras nous dire un mot de ce qu'est cette institution. Alors, je vais le laisser prononcer à la française, mais je ne sais même pas comment on doit le prononcer. Digital champion. Alors, rien à voir avec les Jeux Olympiques, je vous le dis tout de suite. Digital champion, il représente la France auprès de la Commission européenne. Tu es auteur aussi de plusieurs ouvrages, donc je ne vais pas citer tous les titres, mais Jean-Marc va nous mettre ça directement sur le mur, dont le dernier, c'était Comment les hippies du et la science ont inventé Internet, si je n'ai pas décroché. Tu es également membre du conseil de la Fondation DF, professeur associé à l'INSP et à HEC, et membre du comité IA lancé par Elisabeth Borne à l'automne dernier, je crois, c'était ça? Oui, exact. Ouf, j'ai pas fait trop Tout est d'erreurs. exact. Tout est exact. Bon, c'est parfait. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Gilles, si tu veux bien, avec une première question, et je ne te ferai pas l'affront de lire les multiples définitions qu'on peut trouver, mais j'aimerais bien que, à ta manière, tu nous précises un petit peu le cadre. Quand on parle IA, d'abord on dit l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles. Je n'ai pas réussi à trouver la vérité. Et puis j'aimerais bien que tu arrives à nous expliquer un petit peu ce que c'est cette IA, voilà, que tu la définisses un petit peu, et ce que ça n'est pas. Parce qu'on voit mieux ce que c'est quand on sait ce que ça n'est pas. Alors, la première question est assez vaste, mais je ne sais pas si on dit le ou les intelligences artificielles. En revanche, ce que je sais, c'est que dans le machine learning, il y a un certain nombre de sous-disciplines. On parle souvent de 7 sous-disciplines. À l'intérieur, on pourrait mettre par exemple le deep learning, les réseaux de neurones, les arbres de connaissances et d'autres encore. Voilà, donc c'est, je dirais, des disciplines un peu scientifiques ou techniques. Et c'est ce corpus dans l'ensemble qui compose ce qu'est l'intelligence artificielle, avec des effets de mode qui vont d'un domaine à l'autre. Par exemple, en ce moment, vous aurez sans doute remarqué que la mode, c'est les larges langages modèles, et qui découle de quelque chose d'assez récent, puisque d'un papier qui a été publié en 2017 qui s'appelle Attention is all you need. C'est une équipe de Google qui a fait ça, et depuis, c'est la ruée. Mais c'est important de dire que ce papier, je pense juste, j'aimerais répondre un peu largement à la question, mais c'est vraiment une rupture dans l'intelligence artificielle, parce qu'au début, on pensait que plutôt, ce qui fonctionnait, c'était plutôt les corpus étroits, et là, les larges langages modèles, c'est le contraire. C'est que plus le corpus est large, plus ça fonctionne bien, et ça, c'est quelque chose de très contre-intuitif. Tu peux essayer de nous illustrer ce qu'est pour des gens qui seraient dans la salle, et je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout issus de l'univers de la tech,
voire même de l'univers anglophone de la tech, si je devais dire ce que c'est qu'un large language model. En fait, c'est ChatGPT. Voilà, ChatGPT. Et là, tout le monde a compris. Ça, ouais, je pense que c'est un peu plus clair enfin, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais c'est cette interface où on pose des questions, ça répond. C'est une sorte de moteur de recherche, mais beaucoup plus véloce, et notamment qui crée une réponse, je dirais, spécifique à chacune des questions. Et le principe de ChatGPT, il existe depuis 6-7 ans à peu près. Donc, Attention Digital Unit, c'est 2017. La première mise en œuvre, c'est 2019. Et puis, les trucs spectaculaires, c'est novembre 2022 avec GPT-3 puis 3.5. Je crois que ce qui est vraiment intéressant dans cette approche, c'est en réalité que on va faire un modèle statistique qui va s'appuyer sur des données statistiques qui sont très éparses. Alors, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais par exemple, il va dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre des tokens, je vais le dire un peu différemment, mais des structures, des architectures. Par exemple, il va dire, voilà, j'ai compris comment marchait le français, donc je vais très vite assimiler le latin. C'est vraiment très grossier ce que je viens de dire, mais c'est pas tout à fait Non, mais c'est très clair, c'est beaucoup plus clair déjà pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Et d'ailleurs, une chose qui est stupéfiante avec GPT-4, c'est le fait que je crois qu'il en est à quelque chose comme 800 ou 900 dialectes. Voilà, personne n'a jamais intégré ces dialectes spontanément dans ChatGPT, mais à force d'acquérir des nouveaux documents, etc., d'avaler du contenu, très rapidement, il est capable de rapprocher ces tokens avec des faisceaux probabilistes et de dire, en fait, je suis capable de comprendre ce nouveau dialecte. Tu penses que ça peut même créer des archives planétaires demain de ces dialectes qui seraient peut-être même plus parlés demain? Ça stockerait? Ouais, c'est possible. C'est effectivement la question de l'archive de l'Internet, elle est assez intéressante. C'est-à-dire que est-ce que les archéologues qui vont venir dans 10 000 ans vont retrouver des trucs complètement inertes ou au contraire, est-ce qu'on aura une mémoire intacte de tout ce qui s'est fait aujourd'hui? C'est assez difficile de répondre à ça, mais en tout cas, l'une des caractéristiques, je pense, intéressantes de l'Internet, et en particulier des LLM, c'est probablement d'avoir une capacité de préservation de données qui sont relativement rares. Et si tu devais nous dire, pour nous alerter sur ce que l'IA n'est pas, en tout cas, faites attention, ça typiquement, on peut voir écrit ici ou là, c'est de l'IA ou c'est issu de l'IA, et en réalité, ça ne l'est pas. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'IA? C'est difficile de décrire ça. Moi, je pense que l'IA, c'est une façon de le décrire, mais qui est très incomplète, c'est de dire c'est des technologies qui sont capables d'affronter des environnements non prédictibles. Personne ne sait quelle sera la phrase que je vais prononcer après celle-ci. Je vais peut-être vous parler de l'anniversaire de ma petite sœur. Vous pouvez pas le prédire. On peut pas le prédire. Donc l'IA est capable d'affronter des environnements non prédictibles. Typiquement, un véhicule autonome, c'est de l'intelligence artificielle. Vous pouvez faire 100 fois le trajet d'ici à Paris, 1000 fois. C'est pas prédictible. C'est pas un automate. Un automate, c'est un environnement prédictible. La voiture arrive à 12h17, elle passe devant vous, et puis vous passez juste derrière. Ça, ce sont des automates. L'IA, elle est capable d'affronter des environnements non prédictibles. Je pense que c'est une assez bonne définition de ce que c'est. Un environnement prédictible, c'est 2 plus 2 égale 4. Voilà, ça c'est un environnement prédictif, c'est vraiment. Et donc, par exemple, je sais pas moi, Parcoursup, c'est pas de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? OpenFisca, le moteur de fiscalité qui calcule votre fiscalité. Heureusement, c'est pas un moteur d'intelligence artificielle parce que c'est la même chose pour tous. Et vous avez remarqué quand vous posez plusieurs fois la même question à ChatGPT, vous n'avez pas forcément la même réponse. Avec le fisc, c'est mieux d'avoir quand même la même réponse. C'est plutôt rassurant, ouais, je te l'accorde. Sinon, on peut jouer plusieurs fois. Peut-être finir par gagner, je sais pas, je vais essayer. Alors, on pouvait pas se voir ce soir sans évoquer ce qui s'est passé vendredi dernier, évidemment, puisqu'il y a la ratification par les 27 de l'IA Act. Donc, on avait envie de t'entendre sur ce point-là. Quel équilibre finalement les 27 ont-ils accordé entre innovation et sécurité? Et puis je lisais, mais vrai ou pas, que la France avait été
plutôt prudente et il y avait eu 7-8 mois. Enfin, ça a été des échanges assez longs et que la France avait été plutôt prudente sur ces questions-là. Je rêve ou tu m'as tutoyé? Mince. Heureusement que je t'avais prévenu. Hein. C'est vrai. Alors, l'IA Act. Donc, effectivement, c'est un texte qui a été lancé par Thierry Breton il y a maintenant 2 ans et demi, avant la sortie de ChatGPT 3, et donc qui ne prenait pas en compte les LLM, les large language models, qui a été complètement révisé avec l'avènement de cette nouvelle technologie, et que moi je trouve trop protecteur. C'est-à-dire qui introduit tout un tas de... Par exemple, ça définit qu'à partir d'un certain niveau de token, de complexité, eh bien, tout d'un coup, on franchit une barrière et le niveau de responsabilité n'est pas le même. Mais c'est absurde parce que la loi de Moore fait qu'on va très très vite enfoncer. Alors, je vais t'arrêter Ouais, c'est quoi régulièrement. la loi de Moore? Voilà, t'as compris. C'est sûr. La loi de Moore, c'est quelque chose qui dit que tous les 24 mois, il y a 2 fois plus de de transistors dans un microprocesseur. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui nous semble être une sorte de suprématie mathématique, technologique, de processeurs extrêmement élevés, ben, en fait, demain, ça sera dans ma montre de poignet, quoi. Je caricature à dessein, mais c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on a dit, bah, en fait, si vous avez telle capacité de modèle, si vous avez un modèle qui est vraiment très très volumineux, vous êtes soumis à une réglementation extrêmement particulière. Je parlais avec les gens je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette société Mistral, qui est la boîte qui a levé 500 millions, boîte française, et qui me disait, bah, pour nous, ça va. On peut résumer en disant que c'est un peu un chat GPT français. Si ouais, on peut c'est un résumer ça LLM comme... aussi ou pas? C'est un LLM, ouais. Voilà. C'est probablement le meilleur LLM au monde. Voilà, c'est un J'ai nombre vu de les paramètres classements égal. oui. Ouais, effectivement, là, ils ont sorti un truc qui est assez brutal, assez intéressant. Et donc, les gens de Mistral disaient, pour nous, ça va, c'est 4 ETP. Gérer ce bazar réglementaire. Mais pour tous les autres qui sont en dessous, ça va plus parce que c'est toujours 4 ETP, ils n'ont pas levé 500 millions d'euros. Donc moi, je pense qu'on a jeté du sable dans la machine, mais comme on est entre nous, vous n'allez pas le répéter, mais c'est mon point de vue, et je trouve ça vraiment dommage. Est-ce que ça veut dire que demain, on a un nouvel organe type la CNIL pour la RGPD qui va être un régulateur, un observateur d'est-ce que vous l'utilisez bien, pas bien ou... Ça veut Oui, dire oui, quoi pour oui. demain pour Alors, nous? on est là en ce moment, quand on dit ratifier, c'est pas encore passé au Parlement. Hein. Oui, ça passe au Parlement. Oui, Voilà. Donc derrière ça, on va définir le mode de régulation qu'on va mettre en place. Depuis quelques années, on essaie d'éviter de faire ce qu'on a fait avec le RGPD. Le RGPD, c'est l'application locale, c'est les CNIL nationales qui l'appliquent, et c'est une erreur en réalité. Parce que les différences d'appréciation entre la CNIL irlandaise et la CNIL française, c'est 10 années-lumière. Et donc avec le DSA, DMA, DGA, on a décidé de le centraliser à Bruxelles. Je ne sais pas encore comment ça va se faire dans l'IA Act, mais je pense que l'idée d'avoir quand même une responsabilité assez centrale et juste une délégation assez simple auprès des régulateurs locaux sera ce qui sera privilégié. Avant de passer à la dernière question de ce premier acte et pour finir sur ce point-là, il fut un temps où on disait en matière d'industrie, alors les amis chambres de commerce, UMM et autres pourront me contredire, mais on disait un peu violemment, on disait oh là là, les États-Unis innovent, la Chine industrialise et l'Europe norme. Est-ce qu'on est c'est hors procès-verbal, hein. On est d'accord? Ouais, je l'ai souvent entendu, ça me fait pas sauter au plafond, mais malheureusement c'est pas totalement faux, quoi. C'est-à-dire que les États-Unis ont une grande avance, la Chine est juste derrière et l'Europe est encore assez loin là-dessus. Maintenant, moi je pense que c'est des cycles très longs, que le capital humain est quand même majoritairement en Europe, que si on met les choses dans l'ordre, on va rattraper. Voilà. Mais le si est quand même un si majuscule. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail pour réussir à faire en sorte qu'on mette les choses dans l'ordre. C'est l'objectif de la mission IA, c'est de faire des recommandations au gouvernement sur vraiment des choses qui sont très structurantes pour réussir à débloquer le paysage. Merci. Alors si on poursuit sur cet aspect un peu géopolitique et pour qu'on se situe un tout petit peu sur, on va prendre juste trois échelles de masse, hein, France, Europe, monde. Comment est-ce qu'on se positionne, pays-nation que nous sommes, dans ces deux univers-là,
à la fois sur nos talents de producteurs d'outils autour de l'IA ou d'IA elle-même, puisqu'on a parlé de Mistral tout à l'heure, et à la fois sur l'autre versant en tant qu'adopteur des usages. Alors, je sais pas, on me pose cette question à peu près tout le temps et j'ai jamais réussi à y répondre convenablement, mais on va prendre 3 paramètres. Les méta-entreprises, donc il n'y a aucune entreprise de la technologie qui vaut plus de 40 milliards d'euros en Europe. La plus chère, c'est Spotify, qui d'ailleurs utilise beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, on n'a pas de méta-entreprise pour l'instant. Mais ça va quand même dans cette direction. Donc, il y a 11 méta-entreprises dans le monde. C'est des entreprises qui valent plus de 500 milliards dans la technologie. Plus de 1000 milliards sont toutes aux États-Unis. Le reste est en Chine. Et il n'y en a pas en Europe. Sur le plan de la publication scientifique, l'Europe est, avec le Royaume-Uni, dans les papiers de référence qui sont produits en intelligence artificielle, un peu en dessous des 40%. Donc c'est quasiment le premier espace. Mais si je retire le Royaume-Uni, on retire 20%. Donc on est 16% pour les papiers publiés en Europe au sens de l'Union européenne. Et ce qui me fait dire qu'il faut aller chercher les Britanniques. On ne peut pas les laisser en dehors de... À un moment, il faudra qu'on fasse quelque chose. Si on veut vraiment peser, il faudra aller chercher le wagon britannique et le raccrocher d'une façon ou d'une autre. Et puis, si je parle des usages, quand on regarde, on n'a pas beaucoup d'indicateurs, mais quand on regarde finalement les datas qui sont publiées par les grandes plateformes d'analyse des usages, bon, mais le pourcentage d'usage de plateformes comme ChatGPT ou Bard ou autres, il est à peu près cohérent avec la pénétration de l'Internet. Donc l'Europe se place plutôt en première place ex aequo avec les États-Unis. D'accord, très clair, merci. Il faut savoir, ah oui, dernier point, c'est amusant, c'est qu'il n'y a pas de LLM en Chine. Parce qu'on a tellement peur que elle soit inconvenante par rapport à la ligne politique du parti, on a préféré. Enfin, les gens se sont dit, si je fais ce truc-là, je vais finir en tôle, donc je vais pas le faire. Il y a boycott, quoi. Il n'y a pas de LLM. Oui, non, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais c'est totalement cohérent. Bon, bah, écoute, c'est pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal pour le moment. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première phase d'introduction, Gilles. On va appeler nos 4 premiers témoins.